Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de TPV News. Ça y est, Halloween est passé, le changement d'heure aussi, ou plutôt l'inverse, le changement d'heure d'abord et Halloween ensuite, et la majorité des parcs ont commencé à rentrer dans leur période de repos. Mais quelques-uns ont quand même encore un petit peu de force pour ne pas totalement s'endormir et proposer une saison de Noël. C'est de cela que nous allons parler dans ce nouveau cycle de vidéos. Comme je l'ai fait pour les vidéos précédentes, on va profiter du fait que tous ne commencent pas la saison en même temps pour ventiler tout cela en plusieurs vidéos. Pour le moment, je pense faire au moins 4 vidéos, dont une qui sera un peu particulière, car elle ne sera pas précisément axée sur Noël, bien au contraire, mais elle fera le bilan, elle synthétisera tout ce qu'on sait à propos de Rulantica, le nouveau parc aquatique d'Europa Park qui va ouvrir à la fin du mois. En attendant, direction les 2 rares parcs européens qui eux ne ferment pas du tout, Disneyland Paris et Efteling. Dans ce dernier, il est question d'hiver Efteling. Il a lieu depuis le 11 novembre et jusqu'au 2 février. Et si on regarde le site, l'accent est mis sur la pratique des sports d'hiver. Regardez. Pendant les mois d'hiver, vous pourrez braver la piste super glissante de la patinoire couverte. Vous n'osez pas encore? Vous pouvez aussi descendre un vrai toboggan de neige. Celui-ci est accessible aux enfants à partir de 4 ans et minimum 1 mètre de hauteur. De plus, vous pouvez également vous rendre à la patinoire couverte pour vous réchauffer avec un délicieux chocolat chaud ou une soupe aux petits pois. Des patins sont alloués à la patinoire couverte au prix de 2 €. Vous pouvez aussi apporter vos propres patins à l'exception des patins de course. La formulation n'est pas géniale de clarté, mais vous l'avez compris, cet endroit est bien plus qu'une simple patinoire couverte. On y trouve aussi un lieu de restauration et, ce n'est pas mentionné ici, mais on le trouve en cherchant un petit peu, le spectacle La Princesse des Neiges et le Prince de Feu. Je ne sais pas en quoi consiste ce spectacle, mais ça a l'air interactif et plus tourné vers les enfants. Par contre, ça risque d'être en néerlandais. Renseignez-vous ou méfiez-vous. On a aussi une piste de ski de fond de 450 mètres en lieu et place des trains à pédales Kinderspoor. Je cite toujours. Attachez les skis de fond à vos pieds et prenez les bâtons dans les 2 mains. Appréciez la beauté du paysage hollandais avec ses moulins à vent et granges traditionnelles tout en suivant votre guide. Des skis et bâtons sont disponibles gratuitement à l'entrée de ce circuit de ski de fond. Il va enfin y avoir des animations en extérieur, même si ce n'est pas spécifique à Noël. Ça, par exemple, ce sont des spectacles qu'il y a toute l'année. En tout cas, le site ne mentionne rien quant à une saisonnalité, à la différence de ceux-là, où il est clairement marqué que c'est présent uniquement lors de l'hiver Efteling. Un groupe de gospel, avec un nom imprononçable que je vais même pas tenter, des musiciens théâtraux, et un show nocturne, Illusions d'hiver. L'âge recommandé pour regarder ces illusions est de 6 ans et plus. Le parc est assez discret par rapport à son offre de restauration. On a vu qu'il y avait quelque chose dans la patinoire couverte. Ici, je vois qu'on parle de feux de joie et de friandises hivernales, mais je n'ai aucun détail. Je ne doute pas que ça sera très bon, mais je n'en sais pas plus, il faudra voir. Je n'ai pas parlé des décorations du parc, mais comme il se veut féerique, vous vous doutez bien qu'il va y en avoir. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Efteling. Passons maintenant à Disneyland Paris, qui va fêter Noël du 9 novembre au 6 janvier. Ou plutôt, qui a commencé sa saison le 9 novembre, pour profiter du week-end prolongé du 11, ils auraient tort de s'en priver, mais qui n'a eu la totalité de ses activités qu'à partir du 15. Et au vu de la foule qui est venue pour le début de la saison, ils ont peut-être eu tort. Surtout que beaucoup de restos étaient fermés, engendrant des queues assez importantes qui auraient pu être mieux maîtrisées, ou au moins mieux réparties, par la présence de spectacles supplémentaires. Vous allez voir. Il y a très peu de nouveautés. On retrouve évidemment la parade de Noël 2 fois par jour, la valse des princesses sur la scène du théâtre du château, et Mickey et la magie des lumières de Noël dans le parc Disneyland, mais aussi #SurpriseMickey et Mickey et le Big Bang de Noël au Walt Disney Studios. Si pour ce dernier le changement est minime, il n'en va pas de même pour les autres. L'illumination du sapin se voit modifiée assez fortement avec une nouvelle histoire, et même une histoire tout court. Alors qu'il s'agissait juste d'allumer le sapin en musique les années précédentes, il est maintenant question d'aider nos amis à rallumer Main Street, plongé dans l'obscurité après un problème de guirlande. En plus de Mickey, Minnie et du Père Noël, sont aussi présents certains couples princiers, après tout pourquoi pas, mais surtout, on pourrait même dire enfin, l'artère principale et le château seront partie prenante de l'illumination, comme quoi on peut renouveler un show si on s'en donne les moyens. Une modification va être faite aussi sur #SurpriseMickey. Une modification qu'on n'attendait pas vraiment et qu'on a découvert quand le programme est paru. Il va y avoir 2 versions du show, une en journée, plusieurs fois par jour, qui sera celle de l'an passé,
où on doit surprendre Mickey pour son anniversaire, et une version Noël, une seule fois par jour, à l'heure de la fermeture du parc. Cette fois, la surprise devrait être par rapport aux fêtes de fin d'année. Par contre, si vous êtes observateur, on perd le Noël fantastiche, le petit spectacle de chant de Noël au Studio Theater. À la place, on peut voir jusqu'au 24 novembre un extrait du film La Reine des Neiges 2, qui sort bientôt. Et surtout, le show nocturne sur la façade de la Tour de la Terreur. Tout ça a disparu. J'ai un brin d'espoir pour qu'il y ait quelque chose au Studio Theater après La Reine des Neiges, mais ça reste très personnel. La seule nouveauté, et encore elle n'est pas trop liée à la saison, mais plus à l'actualité, c'est l'ouverture tant attendue et annoncée dans le bâtiment de Art of Disney Animation, renommé Animation Celebration, de La Reine des Neiges, une invitation musicale. Dès le 17 novembre 2019, rendez-vous dans le parc Walt Disney Studios pour un voyage inoubliable au royaume d'Arendelle. Pour la première fois à Disneyland Paris, accompagnez Sven et Christophe dans la mélodie du chant du renne, apprenez des mouvements magiques avec Anna, et terminez en beauté en chantant le titre mythique Libéré, délivré en chœur avec Elsa. Vous aurez peut-être même la chance de faire un gros câlin à Olaf. Ces quelques lignes de présentation nous en disent déjà pas mal. On voit bien ce qui nous attend. Mais je peux en ajouter grâce à ce plan. Déjà, promis gros changement, qui a fait réagir quand on l'a su. Quasiment tous les fauteuils ont été enlevés pour gagner en capacité et les visiteurs seront donc debout. Il y a bien quelques vraies places assises, mais elles sont dévolues en priorité aux personnes pour qui c'est nécessaire. Il y a aussi des emplacements pour les fauteuils roulants, mais c'est beaucoup plus logique. Les autres modifications de la salle sont plus d'ordre technique, éclairage, son, écran LED comme décor de fond, donc je n'en parle pas plus que ça. En plus, j'enregistre avant même que des visiteurs y aient pénétré, donc je ne vais pas inventer. Deuxième changement, moins important mais dont il faut quand même parler, au niveau du post-show, la dernière salle. Elle va recevoir la rencontre de personnages, ça on le savait déjà, mais regardez bien, il n'est plus à la même place. Avant il était là, maintenant il est là. À titre personnel, je trouve que c'est pas mal, même si je le voyais bien plus à la place des tables à dessin, pour complètement sortir du flux et éviter l'engorgement à chaque sortie de show. Bon, c'est pas moi qui décide, c'est bien aussi de garder les tables, et même d'en ajouter 2 pour les personnes à mobilité réduite. Je signale que la rencontre ne sera accessible que par réservation via Lineberty, mais je rappelle aussi que c'était déjà le cas dans l'ancienne version, pas de changement à ce sujet donc. Pour conclure sur cette attraction, il ne fait aucun doute que la Reine des Neiges ne restera pas à demeure ici. On voit clairement que la structure du lieu, avec ses 2 salles neutres, encore dédiées à l'animation, et ses 2 salles thématisées, dont le thème est facilement interchangeable, peuvent sans problème accueillir d'autres héros au fil de l'année. Bref, une très bonne attraction, en plein dans l'esprit de l'extension des Walt Disney Studios. On va quand même dire un mot de l'hiver gourmand sur la place de Rémy. Les chalets seront les mêmes que l'an passé, avec les mêmes thématiques, mais comme vous allez le voir, les choix varient. Le chalet breton ajoute une galette saucisse et du jus de pomme. Le chalet montagnard perd son cornet de saucisson sec de Savoie, il va sur un autre chalet. Le chalet alsacien perd ses 2 soupes pour gagner le pâté en croûte et la quiche lorraine. Le chalet des douceurs d'hiver perd les marrons glacés pour gagner le vin chaud aux épices. Le chalet papilles en fête change de nom, devient les saveurs de saison, ne garde que le croustillant d'escargot et la bûche de Noël et intègre le bœuf bourguignon, le velouté butternut végan et la tarte tatin. Il y a aussi un chalet Winter Twist, plus axé boisson, même si 3 cornets sont disponibles, dont le cornet de saucisson, ainsi que la rencontre avec Émile, Rémi et Linguini, comme l'an passé. Et puisque je parle de bouffe, je n'oublie pas tous les plats sucrés et salés disponibles dans les 2 parcs. En voici une sélection non exhaustive. Sapin d'épices, donuts scintillants, boissons chocolatées aux couleurs de Mickey ou Minnie, cocktails avec ou sans alcool disponibles dans les hôtels, sablés arbre de Noël, menu au Lucky Nugget Saloon et j'en passe. Je trouve l'offre un peu moins développée que pour Halloween, mais ça reste largement acceptable. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, on ne peut pas en dire autant de l'organisation des services au comptoir. Pour avoir suivi de près les premiers retours de la saison, c'est un problème récurrent. Ils savent que c'est leur saison phare de l'année, il y a, je le répète, un week-end prolongé. Ils ont quand même bien communiqué sur la saison, mais sur place, les moyens ne sont pas là. À croire que, malgré tout ce qu'ont pu dire la présidente ou les équipes opérationnelles, et même s'il y a eu de réels progrès au niveau des plats et de l'offre elle-même, la gestion logistique de la restauration n'est pas leur priorité. C'est d'ailleurs peut-être ça le problème. Ils calculent des plats qui donnent envie, donc les visiteurs viennent et décident de manger ces plats, c'est logique. Mais ils n'arrivent pas à trouver de solution pour éviter que ça devienne un enfer. De ce que j'ai compris, c'est une accumulation de défauts. Des restos fermés, un personnel, disons, qui prend son temps,
des infrastructures mal pensées qui obligent à faire des tas d'allers-retours pour préparer une commande, ou encore des visiteurs qui attendent parfois le dernier moment pour se décider sur leur choix. Forcément, ça n'aide pas à fluidifier ou à répartir le débit. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Comme d'habitude, s'il vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en mettant un pouce bleu, en commentant la vidéo et en la partageant. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et activer les notifications, faites de même avec la chaîne de vlog. Et enfin, n'hésitez pas à aller faire un tour sur les différents comptes sociaux de Theme Parks Voyage pour ne rien rater des informations que je partagerai. On se retrouve donc la semaine prochaine pour la vidéo sur Rulantica. Merci pour votre écoute et à très bientôt.